Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver pour célébrer la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode et le design. Cette semaine, nous recevons le président du réseau des professionnels du textile de Côte d'Ivoire, Roger Bongo, avec qui nous parlerons bien entendu de l'association Etani. Mais avant, retour sur la première formation de l'année dont ont bénéficié les membres de ce réseau. Cette formation qui avait pour thème, quel objectif pour le maître académicien pour l'année 2022 a vu la participation de plusieurs acteurs de la mode venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Reportage avec Thomas Youmou et Joseph Zécré. Ils sont plusieurs acteurs de l'écosystème de la mode ivoirienne, à savoir stylistes, couturiers, accessoiristes, tisserands, maroquiniers, qui ont récemment bénéficié d'un renforcement de capacité. Des délégations venues de Yamoussoukro, Toumoudi, Bouaké, Boisflé se sont félicités de cette formation. Cette première formation de l'année 2022 me permet de pouvoir déjà savoir comment planifier mon année et comment gagner, comment bénéficier en tout cas cette année. Et dans chaque mois, en tout cas mon programme de chaque mois, comment les respecter en fait. Donc c'est clair que les années d'avant aujourd'hui c'est pas pareil, il y a beaucoup plus de techniques aujourd'hui à apprendre. Avant on n'avait pas tout ça à l'école de couture, donc je pense qu'il y a beaucoup de techniques à apprendre et je pense qu'aujourd'hui j'ai beaucoup appris encore parce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels je ne savais pas en fait. Le couturier d'aujourd'hui doit savoir se servir d'outils informatiques et de logiciels pour produire bien un nombre important, en temps réel et à mieux maîtriser la gestion de son entreprise. Tel est l'objectif de cette formation initiée par le réseau des professionnels du textile de Côte d'Ivoire, Etani. Donc aujourd'hui, la formation qu'on a eue, c'était comment se fixer des objectifs. Comment fixer ces objectifs. Et nous sommes en début de 2022. On leur a montré méthodiquement comment est-ce qu'on se fixe des objectifs et comment est-ce qu'on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. A noter que l'association Etani est née il y a 1 an. Elle s'est donnée pour mission de fédérer, informer et former les acteurs de l'écosystème de la mode ivoirienne et d'en faire des leaders de demain sur le marché du textile au plan national et international. Roger Bongo, styliste, modéliste, promoteur de la marque Cora et président du réseau des professionnels du textile de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous revoir. Moi aussi. Bonjour Miss. C'est un réel plaisir d'être sur votre plateau et vous remercier en même temps pour l'intérêt que vous portez à cette corporation qui est l'une des corporations, je pense, les plus importantes de nos différents pays. Et avec ce métier-là, l'Asie a pu développer le continent tout entier. La France aussi, je pense que la mode est un peu comme son café cacao. Et donc, c'est avec joie de voir que des télés comme Medi TV et l'émission Africa Chic mettent en avant ce métier-là qui, pour moi, non seulement va créer de l'emploi, va créer de la richesse pour nos pays africains. C'est avec un grand plaisir que nous le faisons. Alors, Roger, pour revenir à notre sujet, pouvez-vous nous présenter brièvement ce réseau des professionnels du textile et savoir depuis quand il existe ? Le Etani existe depuis 1 an. Ça a été créé par moi. Il y a eu l'idée avec quelques amis autour. Nous avons pu mettre ce réseau en place. Et c'est vrai que nous sommes encore au début de nos activités parce qu'1 an dans une association, c'est rien du tout. On essaie de mettre une plateforme assez solide pour que l'information passe à travers tout le pays. Parce que la différence avec les autres associations, c'est que Etani est dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler à cela. Et donc, c'est un peu l'objectif de ce trimestre, pouvoir en tout cas implanter tout le réseau Etani sur toute l'étendue du territoire. Tout le territoire ivoirien. Alors, qui constitue concrètement le réseau Etani ? Le réseau est constitué de membres de l'écosystème de la mode, que ce soit maroquiniers, créateurs de mode, stylistes et les tisserands aussi, qui font partie intégrante de cette association-là. Tous ceux qui sont dans le corps, dans le réseau dans l'écosystème de la mode, font partie de cette association. Et je pense qu'il y a, que ce soit ici comme à l'intérieur, toutes ces personnes-là sont représentées dans Etani aujourd'hui. Est-ce que la création de votre bébé Etani part d'un constat ? Oui, bien sûr. Ça part d'un constat que c'est vrai que nous sommes tous des couturiers, nous avons nos diplômes de créateurs, de designers et autres, mais nous n'avons pas de diplôme
en gestionnaire d'entreprise. Nous n'avons pas de diplôme en gestionnaire d'entreprise, ce qui fait que tous ceux même qui ont du talent, qui connaissent le métier, qui ont appris vraiment le métier, n'arrivent pas à vivre vraiment de leur art. Et ça, on le remarque tout le temps. Et on s'est dit, si on met une association sur pied et qu'on arrive à fédérer les gens, on arrive à leur donner une formation continue, c'est clair que les gens vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, ils vont pouvoir vivre de ce métier-là et créer de la richesse aussi pour nos pays. Voilà. Et donc c'est un peu là l'idée même qui nous a poussé à créer ce réseau Etani. Ce réseau. Et quels sont aujourd'hui les mécanismes que vous avez mis en place pour accompagner les membres? On a plusieurs plateformes de formation continue parce qu'on ne peut pas toujours se réunir. Vous savez que les distances et le temps aussi, les artisans n'ont jamais le temps, ça il faut le souligner. Et donc nous avons des plateformes sur lesquelles on échange quotidiennement. Hein. Chaque jour, nous avons une rubrique sur nos plateformes, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ça fait que non seulement on est focus sur chaque thème et on arrive à échanger. Au-delà de ça, nous avons aussi notre réseau de chefs qui sont autonomes, hein, c'est une association aussi, mais qui sont autonomes. Deux associations aussi à la fois? Non, ce n'est pas deux associations. C'est-à-dire les chefs, les représentants de l'intérieur ont leur bureau qui est autonome à celle qui est le bureau central d'Abidjan, pour qu'ils aient aussi les mains libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est vrai que nous leur donnons plus ou moins les directives, comment se former, quels sont les modules qu'ils doivent partager là-bas, mais ils sont autonomes. Ils font leurs cotisations, ils ont des activités, nous on peut les accompagner en termes d'organisation, en termes de conseils et tout ça. Et comment fonctionne Etani? Etani fonctionne en association. Nous avons des droits d'adhésion et une cotisation mensuelle qui est de 2000. Voilà. Et comme souvent, pour organiser nos rencontres, ça coûte un peu cher. On fait des cotisations ou même des droits d'adhésion et des droits de participation qui arrivent à pouvoir couvrir toutes ces formations. Parce que chaque mois, nous, on a une formation. Et déjà, la salle même coûte cher. Si ce n'est pas ici, on le fait à la Chambre de commerce au Plateau. Depuis l'année dernière, c'était la Chambre de commerce. C'est cette année qu'on a essayé de le faire ici. Mais cette salle coûte cher. Donc, du coup, on est obligé de mettre encore la main à la poche avec moi ou alors tout le bureau qui cotise pour que ces activités-là puissent se faire. Et même aujourd'hui, je crois qu'on a eu le bilan de l'activité qu'on a fait en janvier. C'est aujourd'hui qu'on a pu débriefer et réorienter les choses. Etani, c'est combien de membres à ce jour? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 membres. Ouais, 300 membres à peu près. Voilà, comme je dis, sur toute l'étendue du territoire. Nous n'avons pas encore des représentants dans toutes les zones, mais nous y travaillons. Est-ce que la Covid a impacté vos activités? Oui, bien sûr, ça a impacté nos activités. Et moi, au début, même, on avait fermé. On avait fermé peut-être 1 ou 2 semaines, je ne sais même plus. Et vous voyez, ça dit que quand vous avez un business que ça tourne, vous ne voyez pas vraiment les charges. Mais dès que c'est stoppé, vous voyez que ça pèse. Et une semaine sans activité, c'est lourd. Et au-delà de ça, tout ce qui était qu'on exportait, on ne l'a plus fait. Donc aujourd'hui, nos entreprises sont en souffrance. Voilà, nous encore, bon, c'est vrai qu'on a essayé d'organiser des choses pour que qu'on puisse tenir, mais il y a des entreprises qui ont fermé totalement. Voilà, et moi, chaque jour que Dieu fait, on m'en parle. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, l'État essayait de faire un geste vers ces petites entreprises-là, mais il reste encore beaucoup à faire, énormément à faire. Et c'est vrai que la Covid n'est pas terminée, mais on n'est plus à l'époque où c'était vraiment très chaud. Oui, c'était chaud. Donc, aujourd'hui, comment vous avez pu gérer cette période-là? En fait, ce qui nous a aidés, je pense que ça, c'est à force de vouloir. Hein. C'est-à-dire que quand on a fermé nos entreprises, je suivais une information et puis j'ai vu qu'en France, il y a une entreprise de confection qui a commencé à faire des masques barrières en tissu. J'ai dit, mais attends, moi j'ai une centaine de machines, pourquoi est-ce que je ne ferais pas? Donc j'ai fait le premier masque en tissu de Côte d'Ivoire. Le gouvernement m'a félicité pour cela. Le ministre est venu à l'usine, à Bobo l'a visité. Vraiment, il a été félicité par l'ancien premier ministre et tout ça. Et donc, c'est ce qui a fait que, à ce moment-là, on a commencé à produire des masques. C'est passé sur tous les réseaux, sur toutes les chaînes du monde. Et voilà, donc ça m'a aidé à pouvoir tenir. Et avec ça aussi, puisque la commande avait commencé à nous dépasser, on a sous-traité avec quelques membres, quelques amis qui étaient autour de nous. Et donc ça nous a quand même fait tenir. Voilà. Mais sinon, c'était pas évident. Et aujourd'hui, les activités ont repris? Oui, ça reprend, mais il y a toujours des séquelles. Nous, à l'usine, on était une centaine. Aujourd'hui, peut-être on est la moitié. Voilà, parce que, comme je disais, on exportait beaucoup au Burkina, au Mali, en France et tout ça. Aujourd'hui, on ne le fait presque plus.
Donc tout de suite, ça joue sur le budget et sur tout ce qui est confection, quoi. Évidemment. Voilà. Si on doit parler des difficultés de votre secteur, ce serait quoi? Déjà, la première chose, comme je dis, c'est toujours la formation. C'est vrai que d'aucuns diront que c'est le financement, c'est vrai, mais moi je connais pas mal de personnes à qui dans le domaine de financement, ils n'ont rien fait. Je connais pas mal d'amis qui ont pris des prêts dans des institutions qui n'ont rien fait. Donc, pour moi, c'est la formation. Parce que, comme je dis, ça dit que nous sommes de bons couturiers, ça, personne ne va dire le contraire. Nous sommes de bons créateurs, les gens sont forts, ils savent crier, on est d'accord. Les créateurs ivoiriens. Oui, les créateurs ivoiriens, ouais, je précise. Ils sont bons. Mais quand on parle d'une carrière, on parle d'une entreprise. Voilà, ce qui n'est pas bon gérant qui veut. Voilà, donc d'où la formation. Voilà, moi, par exemple, je sais qu'à un moment donné, moi, j'avais du mal à gérer mes flux financiers. Quand tu as de l'argent, tu investis dans quoi? Toi, en tant que styliste, dans quoi est-ce que tu investis? C'est dans le matériel, c'est dans l'humain, c'est dans des outils, c'est quoi? Ouais. Et donc, on a toujours besoin de faire toute cette formation-là pour non seulement comprendre notre business, voire même la portée du business. J'ai regardé un document dernièrement qui disait que de 2020 à 2021, il y a eu 900 milliards de dollars de transactions entre les pays et les États-Unis en termes de vêtements. Bon, 900 milliards de dollars. Toi, tu as eu combien dedans? Ouais. Et quand tu arrives à répondre à ces questions, ça te fouette et tu t'organises pour pouvoir en tout cas tirer une partie de ce butin-là. Parce qu'il y a énormément d'argent dans la mode. Énormément. D'où les formations que vous organisez au sein d'Etani. Et les formations, l'échange aussi de bons procédés, voilà, d'expérience. Parce que c'est super important. Imaginez-vous celui, par exemple, j'ai rencontré un jeune à Boaké, j'ai fait une mission là-bas, et il m'a dit non, que lui, il veut juste prendre une photo avec moi. Il dit c'est tout. Il dit c'est tout. C'est dommage parce que, en réalité, quand on réussit sur plusieurs plans. C'est vrai que, bon, c'est pour moi, je travaille avec ma famille, mais pour ceux que j'encadre, quand tu vois quelqu'un qui a réussi devant toi, que tu touches, c'est factuel. C'est quelqu'un que tu vois, c'est pas un rêve. Donc tu lui poses des questions ou bien on essaie d'être des mentors de ces jeunes-là pour qu'ils puissent comprendre réellement comment est-ce que le gars il a fait. Voilà, c'est pas sorcier comme on le dit. Il faut juste vouloir comprendre qu'il y a une part du gâteau à prendre et qu'on s'y mette réellement. Et cette part passe par des formations. Je le disais, on a vu dans le reportage, je voulais dire, que c'était la première formation de l'année 2022. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce type de formation que vous organisez? Oui, c'est des modules que nous organisons. Ça, là, ce qu'on a fait en janvier, là, c'était comment se fixer des objectifs. Et après cela, nous avons 12 modules, normalement, pour chaque mois. Voilà, en termes comment on produit plus, comment on produit dans les normes. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, les gens, généralement, sont très bons. Il peut te faire une belle chemise comme celle que vous portez là. Mais quand on lui dit de refaire la chemise pour la 3e fois, ce n'est pas conforme. 10 fois, ce n'est pas conforme. Et donc, il y a des procédures pour cela. Il y a un module pour cela. Comment, par exemple, dans la coupe. Comment on coupe un bon pantalon, comment on coupe un bon tailleur. Ça, il y a des modules. Et comment on gère son business, comment on gère son argent, comment on gère sa communication, comment on gère son personnel. C'est aussi ça. Voilà, tu peux être un bon couturier, mais tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sais pas manager, tu n'auras pas de personnel. Et vous entendez chaque fois, les gens disent il n'y a pas de couturier, il n'y a pas de couturier. Ce n'est pas que ça. Voilà, c'est parce qu'on ne sait pas comment parler à ces personnes. On ne sait pas comment motiver ces collaborateurs-là pour aller dans le sens que nous voulons. Voilà, imaginez quelqu'un, par exemple, qui sait coudre une tenue totalement, entièrement, et qui laisse ça, il vient chez vous pour être employé. Il y a une façon de le manager, il y a une façon de lui parler. Et vous devez comprendre vous-même en tant que chef d'entreprise que ce gars-là n'est pas moins que vous. Voilà, c'est lui qui fait le business en lui-même. Voilà, les petites mains, comme on le dit. C'est eux qui font le business. Et si eux ne sont pas là, c'est mort. D'accord. Donc, c'est toutes ces formations-là qu'on essaie de distiller pour que les gens comprennent, qu'ils prennent leur business comme il se doit pour, à la fin, vivre de ça. Roger Bongo, pensez-vous que le prêt-à-porter ivoirien est en souffrance? On pourrait le dire dans le temps, mais aujourd'hui, ça commence à aller. Il faut l'avouer. Aujourd'hui, la plupart des couturiers que je connais, des amis que je connais, se sont mis au prêt-à-porter. Voilà, la difficulté avec le prêt-à-porter, c'est qu'il faut une formalisation, une modélisation. Tant qu'il n'y a pas cela, vous allez pour pas faire du prêt-à-porter parce que, comme je dis, toutes vos tenues et vos tailles ne seront pas conformes. Et cette conformité-là, non seulement il faut l'apprendre, et il faut l'implémenter. Et c'est dans l'implémentation qui fatigue la plupart des couturiers. Le gars qui fait une chemise M, qui a 2 chemises M et les 2 n'ont pas la même mesure. Voilà, parce qu'il n'a pas mis le process pour pouvoir faire ce prêt-à-porter-là. Donc, on ne dira pas qu'il est en souffrance, mais il y a encore des choses à faire pour l'améliorer. Mais sinon, globalement, les gens ont compris qu'il n'y a que le prêt-à-porter qui va porter parce que les gens n'ont plus le temps.
Les gens n'ont plus le temps. Et le sur-mesure devient... Oui, ça devient compliqué. Le sur-mesure, c'est un luxe. C'est un luxe. Mais au départ, nous tous, on n'avait pas compris. Hein. Voilà, tu laisses ta famille et tes enfants, tu viens t'asseoir là parce que quelqu'un veut juste une chemise. Moi, je crois que tu vas te prendre 1 heure du temps. Pendant que toi-même, ton salaire en 1 heure de temps se fait 20 000, tu fais la chemise à combien? Donc tout ça, c'est des choses qu'ils doivent comprendre et savoir que leur temps coûte de l'argent. Et quand ils comprennent ça, ils vont mettre leur temps à profit pour ne pas faire des habits 2 fois. Tu fais des retouches, c'est comme si tu as fait des habits 2 fois, on ne te paye pas 2 fois. C'est une perte. Et ce sont des choses que vous enseignez lors qu'on de enseigne, vos... voilà, qu'on essaie de partager pour qu'ils comprennent. Mais comme je dis, aujourd'hui, je pense qu'on peut féliciter la plupart de ces jeunes, ça commence à aller. Et vous, à votre niveau, comment vous arrivez à mobiliser tout ce monde-là autour du projet Etani? Je crois que c'est vrai qu'on essaie de mobiliser, on essaie de faire ce qu'on peut, mais dans le fond, les gens ont compris l'utilité de ce qu'on dit, ils ont compris la pertinence de ce qu'on dit. Moi, je ne paye pas avant. C'est vrai qu'au début, quand on commençait, moi j'allais à l'intérieur pour faire des formations gratuites. Je l'ai fait plusieurs années. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu vois un jeune gens qui quitte à Bondoukou, à Dabakala, à Boaké, qui paie son transport, qui vient juste une demi-journée passer avec nous, échanger avec nous, on comprend tout de suite que les gens ont un autre mindset. Ils ont compris qu'ils doivent donner de la valeur à leur métier, donner de la connaissance, se donner de la connaissance pour pouvoir atteindre leur but. Donc, déjà, le message, il est pertinent. Le message, il est pertinent, donc tout de suite, les gens s'y mettent. Les gens s'y mettent. Et nos prochaines formations, c'est vrai que ça dépend du module, mais ça sera ouvert à plus de monde. Et justement, il y a combien de formations dans le mois ou dans l'année? Non, on fait une formation par mois. Donc voilà. on en a 12. On en a 12. Voilà. Et cette année, on va faire 9. 9 formations en fonction des modules qu'on a. Ça fait 9 modules à peu près. Roger Bongo, il existe forcément des réseaux qui traitent les mêmes problématiques que vous, je suppose. Hein? Vous êtes d'avis? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, on va dire. Mais quelle est donc la plus-value de Etani? Sa particularité? Oui, c'est vrai. Oui, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a d'autres associations. Il y a plusieurs associations, oui, il y a des milliers d'associations, je suis d'accord. Mais nous, notre leitmotiv, c'est la formation. Que la formation. Que la formation. Et on a d'autres projets. Voilà, des projets de labellisation, des projets d'industrialisation, des projets immobiliers, des projets de social. On a tous ces projets-là. Mais la base d'Etani, c'est la formation. Sans la formation, on ne peut pas vivre de notre métier. Si on ne vit pas de notre métier, on ne peut réaliser aucun projet pour la corporation. Donc nous, formation, 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 formation. Et je rappelle que Etani et l'association, c'est Maître... L'académie des maîtres, oui. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est dit que, en tant que maître artisan, il nous faut une école de formation continue. Voilà, donc on l'a dénommé l'Académie des maîtres artisans, Voilà, donc c'est l'école de Etani qui est l'Académie des maîtres. L'Académie des maîtres qui est ouverte à tout le monde. Mais Etani n'est pas ouvert à tout le monde. Voilà. Et justement, quel est le mode d'adhésion à Etani? À Etani, c'est juste être dans l'écosystème de la mode, cordonnier, bijoutier, coiffeuse et être installé. Parce que nous c'est des maîtres conformes, voilà, pas des apprentis ou bien pas des gens qui ont l'intention de s'installer, c'est des maîtres. Donc il faut être un maître artisan, il faut être installé, et le droit d'adhésion et la cotisation mensuelle. C'est tout simple et comme toutes les associations. L'Académie des maîtres, quel est son apport dans l'écosystème de la mode en Côte d'Ivoire? Non, aujourd'hui, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'au départ, nous, on a minimisé plus ou moins ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, on a compris avec toutes les sollicitations, on a compris qu'on apporte beaucoup parce que tous ceux qu'on a accompagnés aujourd'hui sont en train d'eux-mêmes donner l'exemple aux autres. Voilà, parce que ça se mesure. Voilà, si l'année dernière, tu as fait, je dis n'importe quoi, 1 million de chiffre d'affaires, qu'aujourd'hui, tu arrives à faire 2 millions, c'est parce que tu as augmenté ta production. Et si tu as augmenté ta production, c'est parce que tu as pu t'organiser. Si tu as pu t'organiser, c'est parce qu'on t'a formé. Et donc, bref, quand le gars lui-même va passer le message autour de lui, tout de suite, les gens viennent. Tout de suite, les gens viennent. Aujourd'hui, notre réflexion, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner la formation au plus de monde. Voilà, d'où la formation des formateurs que nous sommes en train de faire actuellement. De sorte que celui qui a tout le plus n'a pas besoin de venir à Abidjan pour se former. Voilà, on a un maître formateur là-bas qui partage avec eux, qui ont leur réseau. Voilà, un peu On sait que le chemin n'est pas facile pour en arriver là, mais jusque-là, sur quelle aide vous vous appuyez pour avancer? Oula, merci pour la question. Hein, parce que là, on fonctionne sur fonds propres. Sur fonds propres, au départ, moi j'ai une fondation, donc c'est la fondation Roger Bongo qui finançait. Voilà, mais à un moment donné, il va falloir que
on trouve des partenaires. Donc, on a commencé à adresser pas mal de courriers à nos ministères de tutelle, aux entreprises qu'on connaît qui sont dans ce secteur d'activité-là, d'apporter leur aide, non seulement pour pouvoir former, mais pour élargir surtout, élargir la formation à tout. Imaginez-vous, nous, on fait une formation par an. Si on fait une formation par mois, ça fait 12 formations. Parce qu'à peu près, dans nos formations, on a une centaine de personnes. Ça nous fait quoi? 1200 personnes. Sur tous les milliers d'acteurs de la mode qu'on a, c'est une goutte d'eau. Voilà, donc, comment est-ce qu'on peut élargir? D'où est la réflexion qu'on entend mener aujourd'hui? Mais comme je dis, on a commencé à former des formateurs. Donc, tous ceux qui ont déjà reçu la formation deviennent aussi des formateurs d'office avec des modules avec lesquels on va les accompagner pour impacter eux aussi leur région de partout là où ils se trouvent. Voilà, pour ne pas qu'on ait besoin de Roger Bango pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. On aura toujours besoin de Roger Bango quelque part. Alors, après 1 an d'existence donc, du réseau des professionnels du textile, quel bilan? Est-ce que les résultats sont à la hauteur de vos attentes? Oui, je peux dire que les résultats sont au-delà, hein, parce que nous, aujourd'hui, on ne savait même pas qu'on pourrait avoir des bureaux dans 5 ou 6 régions déjà de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on a toutes ces représentations-là et donc nous, ça nous fait plaisir. Et puis, comme je dis, tous ceux avec qui on a partagé ces formations-là aujourd'hui, on donne du résultat, donne du sens à tout ce qu'on a donné comme formation. Donc là, on est satisfait de ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on pourrait faire mieux, hein, mais on est satisfait parce qu'on a atteint en tout cas plus que ce qu'on voulait atteindre. Et comment vous imaginez l'industrie du textile de demain? Ah ouais. Non, je pense que les gens vont comprendre. En réalité, il y a plusieurs phases pour arriver à là, comme je dis, à la formation, mais il y a aussi, après la formation, il y a surtout le financement. Parce que l'industrialisation, c'est pas une mince affaire. Non seulement les outils coûtent cher, la main-d'œuvre coûte cher, et l'entretien de tout ça coûte cher. Et donc, si les banques s'y mettent, c'est clair que les choses vont aller très très rapidement. Ou des banques ou des mécènes, des gens comme ça, au lieu d'aller investir dans est-ce que ça coince à ce niveau? Oui, ça coince parce que les gens ne comprennent pas. Et je dis que ça vient aussi de nous, hein, c'est un fait. Hein, j'étais en train de dire à mes collaborateurs tout à l'heure à la réunion que je vais faire le bilan de mon entreprise et la publier. Parce que quand Orange fait son bilan, par exemple, quand une entreprise fait son bilan, par exemple, qu'elle publie, vous savez si elle gagne de l'argent ou pas. Vous savez si elle gagne de l'argent. Et donc, si vous avez même votre fils qui dit qu'il veut s'intéresser à ce domaine d'activité-là, vous dites oui. Mais quand on est dans une activité où les acteurs eux-mêmes ne publient rien, ne communiquent sur rien, on ne sait même pas ce que tu gagnes, on ne sait pas si tu vis réellement de ça ou pas. Comment vous voulez que les gens vous prennent? C'est pas possible. Aucun investisseur va venir vous donner de l'argent s'il ne sent pas que tu produis de l'argent. Voilà. Et je dis toujours, dans notre domaine d'activité, on ne donne pas l'argent à ceux qui en ont même, et à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Quand tu en as, tu as déjà tes outils, tu as déjà le niveau qu'il faut, c'est là que les gens t'accompagnent. Voilà. Donc, vraiment, j'espère que les gens vont s'y mettre parce que là, c'est clair qu'à un moment donné, ça va coincer parce que l'industrialisation, il faut beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que les pays qui sont autour de nous aujourd'hui, ils sont en train de prendre le devant. Hein. Voilà. Le Niger, aujourd'hui, ils sont lancés dans l'industrialisation. Le Ghana aussi, l'Éthiopie, on n'en parle pas. Et voilà, c'est de la richesse, c'est de la main-d'œuvre qu'on crée. Et notre domaine, comme je disais tout à l'heure en vous remerciant, c'est un domaine capital. Ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse et vite fait. Quand vous allez au marché, vous allez voir que c'est vrai qu'il y a la nourriture, mais tout ce qu'on voit le plus souvent, c'est des vêtements. Ça vient d'où? Ça vient d'ailleurs. Pourquoi? Parce que nous-mêmes qui sommes acteurs, nous n'arrivons pas à satisfaire ce marché-là. Donc, les entreprises vont venir s'implanter ici. Et je le dis toujours, si les années qui viennent là, on ne s'est pas industrialisé, on ne s'est pas vraiment organisé pour être industriel, les gens vont venir prendre ce qui nous reste, le peu qui nous reste. C'est aussi votre combat. Voilà, oui, bien sûr, parce que, comme je dis, ça veut dire que nous sommes sur un ring où il y a des poids lourds, il y a des poids légers, il y a des poids plumes. Voilà. Et malheureusement, nos pays africains ouvrent leur ring et mettent leur bébé dessus. Alors que vous êtes face à des poids lourds, il est clair qu'on sera écrasé. D'où l'importance que nous-mêmes, nous puissions nous mettre à niveau et créer non seulement ce business model-là où tous les mécènes peuvent investir et que l'industrie soit vraiment une vraie industrie. Roger Bango, président de ETANI, président également de l'Académie des maîtres, qu'envisagez-vous pour l'avenir? Ce que j'envisage, moi, personnellement, je suis déjà dans l'industrialisation. Plus ou moins là, c'est nos outils qu'on est en train de perfectionner, d'améliorer. Et au niveau de la corporation,
Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus que satisfait. Je l'ai dit tout de suite à mon équipe, je l'ai dit tout de suite à l'équipe avec laquelle j'ai fait la réunion, que même quand je ne suis pas là, les choses bougent. Et les gens, ils ont adopté le projet. Je suis plus que heureux. Parce que je sais qu'après mon mandat, il y aura des gens pour continuer ce combat-là. Donc, je suis un président heureux et optimiste. Voilà. On vous souhaite plusieurs mandats. Non, chez nous, on a 2 mandats. Voilà. Donc, normalement, après 2 mandats, il faut passer la main. On passe la main. Et je pense que ce travail-là, il est énorme. Voilà. Je pense que si on a réussi à implanter tout le réseau en 3 ans, que l'année prochaine, on a pu consolider tout ce qui est nos projets de financement et autres, on aura réussi nos 2 mandats. En tout cas, on vous souhaite très bonne chance pour la suite. Roger Bongo, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe en régie, merci également à tous nos téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.